Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce groupe Meetup Agilité et flux de la philosophie à la pratique. Je suis Romain Couturier et je suis très heureux de vous accueillir pour ces 45 minutes. C'est le premier Meetup de ce groupe, il y en aura d'autres. Celui-ci est sur la thématique de comment évaluer le degré d'agilité de son organisation. Alors, je ne connais pas tout le monde, je reconnais quelques têtes, donc forcément, il y a des confrères et des consoeurs dans la salle. Donc, bienvenue à vous. Il y a des gens aussi que je ne connais pas. Je vous remercie à toutes et à tous de la confiance que vous témoignez. L'idée dans ce meet-up, c'est de pouvoir vous partager une réflexion autour de l'évaluation du degré d'agilité dans son équipe. Moi, je m'appelle Romain Couturier et ça va faire, j'arrive sur la 10e année de coaching agile officiellement à mon compte au sein de Supertilt. J'ai démarré beaucoup plus tôt en 2006-2007 quand j'étais directeur technique d'une petite start-up. J'ai fait plein de conneries, mais ça m'a vraiment révolutionné tout mon modèle managérial. Et puis, petit à petit, j'ai, comme on dit, embrassé cette pratique, cette discipline, cette agilité, et ce qui fait que 10 ans après, et pas mal d'accompagnements plus tard, eh bien, je vous partage un petit peu l'ensemble de ces réflexions. Alors, évidemment, tout ce qu'on va se dire, tout ce qu'on va partager pendant ces 45 minutes, je mets plein de guillemets, je vais poser un cadre parce que je sais que les discussions sur LinkedIn, les débats d'experts entre ceux qui ont la vérité et ceux qui ne l'ont pas, voilà. Moi, je ne l'ai pas. Donc, c'est vraiment un partage. Voilà. Donc, ça veut dire que ce que je vais vous partager n'engage que moi. Vous avez évidemment le droit de ne pas être d'accord, tout comme vous avez le droit de contribuer. Je vous invite à réagir dans le chat si jamais il y a des choses qui vous font réagir. Je suis un fervent partisan du débat. Je ne suis pas pour le consensus mou. Néanmoins, je suis pour le respect des idées. Et donc, je vous invite, si vous n'êtes pas d'accord, à utiliser toute la bienveillance requise pour pouvoir qu'on puisse échanger dans de bonnes conditions. L'idée n'est pas de défendre un point de vue ou une approche radicale, mais plutôt d'offrir des perspectives à toutes les équipes, toutes les organisations qui s'interrogent sur leur agilité, parce que, voilà, à la date de ce meet-up, en 2021, eh bien, l'agilité est partout. Et ça, c'est sans doute, je pense qu'il est assez peu probable de trouver des équipes qui ne sont pas agiles aujourd'hui. Donc, c'est un peu cette question. D'ailleurs, on va peut-être commencer. Et oui, je sais, Daniel, peux-tu couper la sonnette d'arrivée? Non. J'aimerais, mais j'ai toujours pas trouvé l'option. Je suis perdu dans les options Zoom, donc je suis navré. Je m'excuse. Donc, pour démarrer un petit peu, j'aimerais qu'on puisse déjà faire connaissance. Alors, vous êtes nombreux et vous êtes près d'une petite cinquantaine. Êtes-vous agile? Voilà, on va se poser la question déjà, une première question toute simple. C'est pas tellement une question rhétorique, c'est plus pour savoir si vous savez utiliser le chat de Zoom. Hein. Voilà, c'est pour savoir. Donc, en gros, vous répondez oui ou non dans le chat. Le chat, si vous ne connaissez pas Zoom, il est tout en bas. Voilà, vous avez une petite bulle de discussion. On va plutôt, vous êtes agile. Très bien. Voilà, vous pouvez répéter la question. Est-ce que vous êtes agile? Voilà. Évidemment, ceux qui sont pointilleux sur la formulation de la question auront reconnu qu'il y a un piège. Alors, il y a un piège pour les experts, mais pour les non-experts, cette question se pose tout à fait légitimement. Encore faudrait-il clairement le définir. Oui. Oh, en même temps, qui s'intéresse à la définition de l'agilité aujourd'hui quand on voit la masse des organisations agiles? Je pense qu'il y en a un petit peu moins. Mais c'est une excellente question. Bon, a priori, vous savez toutes et tous utiliser le chat. Petite question quand même pour faire connaissance, parce que moi, je vous explique un petit peu rapidement ma vie, mais moi, je ne connais pas la vôtre. Et ce que j'aime bien savoir, c'est d'où vous venez. Est-ce que, là, tout de suite, vous pouvez me dire d'où vous venez dans le chat? C'est juste pour savoir un petit peu, voilà, Île-de-France, Jean-Marc, donc toi, tu es confiné ce soir. Toulouse, Paris, oulala, profitons-en, il y a plein de Parisiens. Paname, waouh, c'est fou ça. Plein de Parisiens, mais aussi plein de gens des quatre coins de la France. Et c'est ça que j'aime bien, moi, dans cette période. Voilà. Par contre, vu le nombre de réponses qu'il y a dans le chat, je soupçonne des gens de ne pas jouer le jeu, de ne pas répondre. Voilà.
Ah, répondez, voilà, c'est cool. Plus ça bouge dans le chat, plus c'est interactif et plus c'est chouette. Moi, c'est ça que j'aime bien dans cette période, c'est que on n'aurait pas eu l'occasion de faire connaissance de cette manière-là, et c'est peut-être une des rares qualités de cette période. Bien, vous savez donc véritablement utiliser le chat, c'est bien. Que faites-vous dans la vie? Parce que moi, je vous ai dit que j'étais coach agile, mais vous faites quoi? Des coachs agiles, des scrum masters, des team leads, product owners. Pas mal de coachs agiles, très bien. Alternant, ah, bien. Alternant chef de projet. Ah, on n'aura pas le temps, j'aimerais tellement savoir comment tu t'en sors. PMO, consultant, PMO, ok, super. Très bien. Scrum Master, coach agile, des product managers, des bébés Scrum Master. Il faudrait qu'on fasse un autre meet-up pour dire ce qu'est un senior Scrum Master, un rêveur. Herman, ah, c'est bien, j'espère que ça paye bien, rêveur. C'est un beau métier en tout cas. C'est chouette. Combien d'années, dernière question, premier après, je vous en poserai d'autres, mais ça c'est juste vraiment pour poser le cadre. Combien d'années d'agilité avons-nous dans cette salle? Voilà, là vous êtes 46, 45. Depuis combien de temps on pourrait dire que vous essayez, vous pratiquez l'agilité? 3, 4, 11, 9, 2. Évidemment, je ne vais pas pouvoir faire les... Ouais, on doit être 5, 7, 10. Ah, oh là, gros expert. Plus ou moins 2 ans, 7 ans. Sans la calculette, ouais. Grosse maille, je vais vous la faire à 5 ans, à 5 ans de moyenne, ce qui est pas mal en fait. Hein. Ce qui est assez étonnant parce que ça correspond vraiment avec le gros boom de l'agilité qu'on a pu voir. Voilà, 2015, 2016. Ça existait évidemment avant, mais essaye le sondage. Je sais, Jean-Marc. Et non, je refuse de faire ça parce que sur un meet-up qui dure 45 minutes, je ne peux pas me permettre de perdre des gens sur des outils. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir un maximum de réponses. Merci pour tout ça. Alors, comme certains, je fais du coaching agile donc depuis quelques années. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Et le constat que je fais un petit peu, ce que je vais essayer de vous présenter dans ce meet-up, c'est les différents degrés d'agilité. Parce que moi, ce que j'ai pu observer, c'est que mon métier de coach agile, il a énormément évolué. Et je pense qu'avec le Covid, il a radicalement évolué parce que j'ai quasiment plus de missions de coaching agile comme avant. Hashtag placement de demande de mission dans l'assistance. Si vous connaissez une équipe qui n'a pas de coach agile, pensez à moi. Plus sérieusement, il n'y a pas que le Covid qui est responsable de ça. C'est aussi parce qu'il y a une évolution de la maturité. Il y a de plus en plus d'équipes, je ne sais pas si vous faites ce constat-là, mais en tout cas, il y a de plus en plus d'équipes qui ont cette maturité, ce qui n'était pas le cas avant. Alors, si on essaye si on essaye de regarder un petit peu, quand on parle d'agilité, quelqu'un disait tout à l'heure, il faudrait déjà savoir de quoi on parle. Alors, je vois vos yeux là qui se foncent, donc on va plutôt le faire comme ça. Je vous laisse parcourir, c'est une centaine de termes. Évidemment, ils ne sont pas tous là. On pourrait débattre de savoir si c'est de l'agilité ou pas, mais en tout cas, j'ai essayé en préparant ce meet-up de me dire, avant de partir d'évaluer le degré, peut-être, moi je l'évalue déjà par rapport au langage qui est en place. De quoi on parle? Quels sont les mots utilisés? Comment le langage a évolué dans l'organisation? Et ces mots-là, cette centaine de mots, voilà, peut-être que vous les avez rencontrés. Je ne sais pas quel est le... Est-ce que vous les utilisez, vous? Est-ce que vous les entendez? Est-ce que vous les entendez parce qu'ils sont pratiqués, parce qu'ils sont mis en place? Ou est-ce que vous les entendez parce que ce sont des mots qu'on balance un petit peu comme ça? Il y a vraiment de tout. Hein. Il y a aussi des pièges là-dedans, mais j'ai une petite affection pour le terme proxy product owner, qui est sans doute un des plus gros pièges aujourd'hui. Mais je ne sais pas vous, mais l'image est floue. Si l'image est floue, de toute façon, vous retrouverez ça en replay. Donc, c'est peut-être aussi dû à l'encodage de Zoom qui dégrade la qualité. Il y a effectivement des termes qui subsistent, qui auraient sans doute dû disparaître, à mon sens, comme tu dis, Rémi. Poulet et cochon, moi, je ne suis plus du tout très, très fan. Mais bon, c'est resté, c'est ancré. Et donc, l'agilité est aussi un langage maintenant.
alors à tort ou à raison, mais en tout cas, il y a, ces choses-là ont pénétré, certaines étaient déjà là, mais elles ont pénétré les organisations, elles ont pénétré les équipes. Au-delà du terme agile, on pourrait y mettre énormément de choses. Ce qui m'amène directement au... Voilà, je ne sais pas si... software programming que je n'ai pas eu l'occasion d'utiliser. Oui, il ne s'agit pas juste de connaître les mots, mais c'est vraiment de savoir s'ils sont employés. Si vous êtes plutôt dans l'industrie informatique, eh bien, il y a des termes qui devraient être en place, mais qui ne sont pas forcément. Ce qui m'amène directement au premier niveau d'agilité, c'est-à-dire le niveau 0. Le niveau 0 de l'agilité aujourd'hui, qu'on va pouvoir, que je peux retrouver, on peut retrouver, c'est une agilité qui est plutôt une injonction. Bah, tiens, c'est marrant ça. Vous voyez pas mon... Non, on a une feuille blanche. Ah non, vous avez une feuille blanche. C'est étonnant ça. Et là, c'est peut-être un peu mieux. Voilà. Merci le retour vidéo. Cette injonction fait que, en gros, vous l'avez peut-être entendu dans votre organisation, c'est cette possibilité qu'on va donner un maximum de... cette injonction qu'on va donner aux équipes en disant, on est agile, donc parce qu'on est agile, eh bien, on peut faire à peu près n'importe quoi. Donc l'agile est un terme qui veut dire hyper-adaptation. Je ne sais pas si c'est le cas parmi vous, vous pouvez... J'espère que non, mais on le retrouve énormément. Ça veut dire quoi? Ça veut dire juste que aujourd'hui, on a juste une bannière. On dit on est agile. Parce qu'il serait étonnant de ne pas dire à ses clients, de ne pas dire à ses équipes qu'on n'est pas agile. Si j'insiste sur ce premier niveau, évidemment, je ne vais pas m'éterniser plus que ça, parce que voilà, on le voit beaucoup dans les organisations. C'est aussi essentiel parce qu'il y a une forme de... Enfin, moi, je me pose énormément de questions sur l'agilité aujourd'hui, notamment sur le fait qu'on soit plus trop dans la courbe du hype. Voilà, si vous connaissez la hype curve, on serait plutôt dans le creux de la vague. Et il y a une forme de désaveu, de agile bashing aujourd'hui qui commence à émerger, qui existait déjà et qui émerge de plus en plus. Et quand on regarde bien... quand j'interviens dans les organisations, quand je discute avec les organisations, il y a cette question de voilà, où est-ce qu'on en est. Et on n'est plus au niveau 0. C'est-à-dire le niveau 0, on en est encore. Ça, c'était avant quand il fallait expliquer le langage, quand il fallait expliquer les concepts. Aujourd'hui, c'est à peu près acquis, quoi. Et je dis bien à peu près parce que quand les organisations ont déployé l'agilité, si elles ont une culture en place, une culture projet, une culture peut-être même produit, on ne sait pas, elles avaient historiquement une façon d'adresser les projets. Il est probable, pas certain, mais il est probable que cette organisation était plutôt séquentielle. Donc une agilité qui est déployée, elle va souvent être déployée par une approche process, qui peut se matérialiser de cette manière-là, avec une phase de spécification, de conception, de réalisation, de test, et puis de livraison. Évidemment, les intitulés sont à ajuster en fonction de votre organisation et de ce qui se passe pour vous. Et l'agilité, lorsqu'elle a été déployée, va souvent être déployée à un endroit, et cet endroit, ça va souvent être la partie qui construit. Parce que, voilà, aujourd'hui, l'agilité, soyons honnêtes, c'est un truc qui vient de l'informatique, en tout cas dans le terme. On est encore fortement collé à cette étiquette. D'ailleurs, c'est écrit logiciel dans le manifeste agile. Et donc, si c'est un truc d'informaticien, on va mettre ça. La logique, elle se tient, elle n'est pas déconnante. Est-ce qu'elle est bonne? Ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est ce à quoi on arrive. C'est-à-dire qu'une agilité, c'est un truc de tech. Et donc, on se retrouve avec une agilité, souvent déclinée avec une approche qui va s'appeler Scrum, ou inspirée de Scrum. Alors, les puristes extreme programming se lamenteront, mais malheureusement, c'est comme ça aujourd'hui. Scrum a trusté le marché d'un point de vue com, marketing, certif. Ça fonctionne très bien, ça se comprend très bien. Ken Schwaber et Jeff Sutherland sont les créateurs et sont des icônes et sont des personnages. Ils ont très bien travaillé leur marque et ça a super bien pris au niveau international. Donc, on se retrouve avec ça, avec des mots, comme on a pu voir tout à l'heure. On a aujourd'hui des termes qui sont implantés et qui ne sont plus nécessairement d'ailleurs corrélés à Scrum. Donc, sur une agilité niveau 1, on va avoir une agilité qui va souvent être itérative
Est-ce qu'elle est incrémentale? Ça, on ne sait pas, mais en tout cas, on a une notion d'itération. C'est-à-dire une segmentation du temps qui se fait par bloc, voilà, des itérations de 15 jours à 3 semaines. Donc, si vous êtes dans un schéma comme celui-ci, vous avez peut-être la chance d'avoir une équipe, et à l'intérieur, comme on est parti sur une agilité, il y en a un ou une qui va se retrouver désigné Scrum Master. Très souvent, ces personnes-là ont énormément de mal à savoir ce qu'elles doivent faire, parce que ce n'est pas très étonnant. Hein. Finalement, on est entre soi, on est avec des gens techniques qui savent ce qu'ils ont à faire. Donc, comment je vais occuper mon agenda de la semaine à expliquer à des gens ce qu'ils doivent faire. Donc, mon rôle de facilitateur sur une agilité qui est centrée à un niveau de l'organisation, à un niveau du process, c'est pas forcément là où je vais avoir le plus de boulot. Et cette agilité niveau 1, elle va essentiellement consister à livrer par intervalle de temps. Voilà. Je ne dis pas que c'est bien, je ne dis pas que c'est pas bien, ce n'est pas une critique, c'est souvent un niveau dans lequel on est pris. On va retrouver beaucoup d'équipes qui restent là-dedans. Le Scrum Master sert peu, le Product Owner va faire encore énormément de travail en amont s'il existe. Donc on va avoir aussi tout un tas de questions qui se posent, c'est-à-dire comment est-ce qu'on adapte finalement cette méthode au cadre existant. Donc on est sur une agilité qui est balbutiante, qui est naissante. Certaines organisations peuvent rester très longtemps à ce niveau-là. Ouais, comme tu dis, Yann, le Scrum Master est souvent aussi le CP. C'est souvent un mapping, en fait. C'est-à-dire qu'on a soi-disant engagé une transformation agile, mais on a surtout engagé une transformation du langage et on transforme les pratiques qui ont, pour l'instant, assez peu d'impact. Donc, c'est assez logique, finalement, qu'on se retrouve à ce type de niveau. Et on peut y rester longtemps. Certaines équipes, d'ailleurs, ne l'ont pas dépassé. Et on se retrouve avec énormément d'organisations qui se posent la question de comment est-ce qu'on intègre les tests après les itérations. Et ça, c'est souvent symptomatique d'une agilité niveau 1. Alors, est-ce qu'on fait du Water Scrum Fall? Je ne sais pas, parce que chez les clients, moi, quand j'interviens, le terme Water Scrum Fall, ça ne leur parle pas. Et c'est surtout un terme d'expert. Je pense que ça nous éclate, en tant qu'experts, d'utiliser ces termes-là. Et c'est souvent vu d'un point de vue critique. Et je pense que la difficulté, elle est au-delà, et elle consiste surtout à chercher de vraiment accéder peut-être au niveau 2. Alors, le niveau 2, ce n'est pas forcément très différent du niveau 1. À cela de près, donc on va reprendre nos étapes, parce que c'est souvent celles qu'on retrouve. Encore une fois, je répète, ça ne veut pas dire que ce sont les vôtres, ça ne veut pas dire que ce doit être celle-là à suivre, mais on a attrapé l'agilité par le côté itératif. Quand on est au niveau 2 et quand on commence à expliquer aux équipes que la question qui se pose, par exemple, qu'à la fin d'une itération, l'idée, c'est quand même de livrer, ça leur fait tout bizarre. Et donc, celles qui vont aller plus loin, c'est celles qui vont comprendre que l'agilité niveau 2, c'est celle qui va commencer à embarquer l'itération sur au moins 2 parties du process. Alors souvent, moi, ce que j'ai observé dans les organisations, c'est que le plus gros changement va se faire au dev et avec ceux qui sont à la qualif. Et là, on commence à toucher du doigt le début de ce que pourrait être l'agilité. C'est-à-dire la mise en place d'une approche collaborative, la coopération. Si vous êtes du modèle de formation des équipes de Bruce Tuckman, c'est souvent là, le niveau 1 va souvent pas changer grand-chose, on va être dans la phase de forming. Le niveau 2, là, on va vraiment sentir la partie storming. On commence à travailler sur la partie pluridisciplinarité. Et c'est loin d'être évident, parce que on n'a pas encore, on va se heurter à des habitudes, des pratiques, des compétences qui ne sont pas forcément complémentaires. On n'est pas forcément avec des gens qui ont déjà eu l'habitude. Donc, c'est-à-dire que moi, j'ai très souvent fait face à des équipes qui étaient d'accord avec le principe, tout ce qu'on trouve dans l'agilité, que ce soit sur du Art of Agile, que ce soit du manifeste agile, tout ce que vous voulez, les valeurs, les principes, la collaboration, livrer vite, livrer tôt. Mais c'est la différence entre la théorie et la pratique, c'est que là, concrètement, on va commencer à décloisonner. Ça veut dire que la cadence et le rythme de travail se trouvent modifiés, ils se trouvent synchronisés.
très souvent, les équipes se trompent entre le niveau 1 et le niveau 2 parce que leur réflexe, c'est de se dire, bah, les tests, comment est-ce que je vais faire mes tests? Mes tests vont forcément arriver après la réalisation. Et ça, c'est le schéma de réflexion classique dans lequel on est, de se dire que j'ai une dépendance, c'est-à-dire que je ne peux pas travailler tant que A n'a pas fini son travail, moi, B, je ne peux pas commencer le mien. Donc ce phénomène de dépendance, c'est une invitation aussi à revoir les procédés, à revoir les approches. Et c'est sans doute là que le travail, alors que ce soit le Scrum Master, Romain, si vous en avez un. Ouais. ta vidéo est figée, donc je me demande si ta... Ouais, ta vidéo est complètement figée. J'entendais une réflexion intéressante, sans excellence technique, pas d'agilité. Il y a beaucoup de choses qui sont nécessaires pour l'agilité, effectivement. L'excellence technique en fait partie. Cette question de l'excellence technique, je trouve c'est de la capacité des individus. Il y a peu de témoignages aujourd'hui, il y en a encore insuffisamment, qui témoignent de comment des individus qui ont des expertises qui sont centrées sur certaines activités vont pouvoir mettre à disposition leurs compétences et revoir leur ingénierie, revoir leur façon de travailler pour qu'elle soit adaptable avec les autres, notamment sur la partie réal et test ou sur la partie mise en production. Ce niveau 2, certaines équipes arrivent à le faire, et encore, c'est assez délicat, il y a encore souvent ce phénomène de dépendance. C'est la notion de travailler ensemble. Donc la notion, c'est de commencer à mettre du pair programming, si on commence à partager les contraintes et les cohérences. L'agilité telle qu'elle est décrite, et moi je m'arrête là en fait en termes de niveau, c'est la promesse telle qu'on l'explique depuis le début. Ce n'est pas de mettre de l'agilité entre différentes phases. C'est vraiment d'intégrer. L'agilité va porter sur l'intégralité des phases. Et c'est sans doute là où on est le plus à la peine, parce qu'à partir du moment où on fait ça, on a véritablement cette notion d'une équipe pluridisciplinaire. Ce qui présuppose déjà qu'on a mis à l'intérieur de l'équipe l'ensemble des compétences et qu'on leur a désigné et qu'on leur a donné du temps. On leur a donné du temps pour faire, on leur a donné du temps aussi pour collaborer et se synchroniser. Et vraisemblablement, les équipes qui sont à ce niveau-là, on va plutôt se retrouver dans une approche type flux et vont avoir une conscience de l'utilisateur final. Et c'est sans doute ça, mais en tout cas, c'est ce point-là que je distingue des équipes entre les précédents niveaux et ces équipes-là. C'est qu'elles ont une conscience de l'utilisateur final qui est beaucoup plus développée que les autres équipes. C'est-à-dire qu'elles sont beaucoup moins auto-centrées sur elles et elles vont plutôt regarder comment. Quand je dis elles, c'est l'ensemble des acteurs. Et ça, c'est très, très délicat parce qu'il y en a qui le font déjà. Hein, les responsables métiers au sein des équipes le font. Et donc, c'est comment on va mettre à disposition des fonctionnalités. Généralement, ça s'associe avec une bascule. C'est-à-dire qu'on passe d'une logique projet à une logique dite produit. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans cette notion de voilà ce qu'on s'est dit et voilà ce qu'on va faire. Moi, ces différents niveaux-là, je suis désolé, le cadre Zoom, ça m'a complètement cassé mon déroulé et mon fil des idées. Mais aujourd'hui, ça permet de savoir, en tout cas quand je travaille avec ces différents niveaux, ça me permet de savoir de quoi les équipes ont besoin. Parce que c'est un peu la question qu'on se pose, que pas mal d'équipes se posent, c'est-à-dire quelle va être la suite de leur agilité. Est-ce qu'il y a besoin finalement d'aller vers ça? Moi, j'ai beaucoup d'équipes, quand je leur réexplique ça, alors que ça fait 3, 4, 5, 6 ans qu'elles font de l'agilité, finalement, il n'y a pas de besoin. C'est-à-dire que ça, ce serait une cible, si véritablement, c'est une cible un peu théorique. Parce qu'on peut évaluer une équipe sur plein d'autres niveaux. Je pense que vous en avez discuté pendant que j'étais absent. Moi, je travaille aussi sur 3 axes.
C'est au-delà de ces niveaux d'agilité, au-delà de cette façon de faire. Est-ce que l'organisation arrive à finalement livrer de la valeur? C'est-à-dire, est-ce que ça supporte l'activité économique de l'organisation? Moi, j'ai eu le cas d'un client l'année dernière, par exemple. Il se disait agile, bon, tout montrait qu'il ne l'était pas spécialement. Ils étaient plutôt sur du niveau 0. Bon, ce n'était pas forcément un problème pour eux, parce que l'activité économique, et puis tout le monde avait l'impression de bien faire. Puis ça se ressentait au niveau des clients. On peut interroger, comme c'est ce que je fais, est-ce qu'aujourd'hui, les individus qui composent l'organisation se sentent bien? C'est-à-dire la question du bien-être. La question du bien-être au travail. Est-ce que les gens sont à l'aise avec l'agilité? Et pour mettre un peu les pieds dans le plat, je pense qu'aujourd'hui, il y a sous le terme agilité, il y a des organisations qui vivent l'agilité sous forme d'une souffrance et non pas sous la forme d'un bénéfice. À partir du moment où l'agilité devient une souffrance, il est urgent de rappeler que ce n'est pas de l'agilité. L'agilité n'a jamais été prévue pour être contre les individus, mais c'est fait pour être pour. Donc, on ne peut pas parler d'agilité si on n'a pas intégré la question du bien-être. Et c'est souvent une hyper-accélération. Je vois Yann qui dit, voilà, livrer vite, sauf qu'on a juste livré vite, on a accéléré. Je pense que le livre de Jeff Sutherland, avec un titre un peu provocateur, n'a peut-être pas aidé. Si vous l'avez lu, en gros, deliver, je ne sais pas combien de fois plus vite avec l'agilité. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne promesse. Ce qui nous amène au dernier axe que j'utilise dans mon triptyque, c'est la question de la performance. À l'inverse, on a aussi des équipes qui sont agiles. On leur a tellement dit qu'il fallait aller à un rythme soutenable qu'elles sont bien pépères. Mais on a un problème de lenteur. Voilà, je vois quelques sourires, donc je pense que... Et c'est la question de l'industrialisation des procédés. Il y a des témoignages dans le chat là, qui le montrent. Voilà, il y a cette question de l'amélioration continue. Vous évoquiez la question de l'excellence technique. L'agilité, ça va être la recherche de ces trois axes au maximum. C'est sans doute là qu'il y a énormément de travail à faire. Et c'est sans doute là, lorsque vous en ferez l'évaluation avec les équipes, et bien que vous allez voir les différents axes. C'est peut-être sur une question, voilà, si on a une équipe qui est peu industrialisée, moi ça m'est arrivé il y a quelques années, il y avait des changements de technologie, et puis on était encore à l'ancienne avec des vieux outils. La question de la valeur, on n'y était pas trop, et les gens, ils se disaient, ouais, on était plutôt bien. Ça va souvent être souvent le triangle dramatique du manager qui voit que les gens vont bien, mais qui voudraient faire plus et mieux. Et donc, la question, c'est comment accélérer ça? Comment on résume l'axe de la performance? J'ai pas saisi. Sur la question des procédés, de l'industrialisation, de l'automatisation, des outils, des process. C'est vraiment sur cette partie-là. Je pense notamment, si vous êtes dans l'informatique, à des approches de type intégration continue, déploiement continu, monitoring. Voilà, c'est le développement de la conscience de la production pour des populations qui n'y sont jamais exposées. Voilà, je pense par exemple, si vous êtes ingénieur chez OVH en ce moment, vous savez ce que ça veut dire, l'exploitation. Voilà, je pense que si vous êtes développeur chez OVH, que vous avez cette conscience de la production, vous vivez la même chose qu'un ingénieur qui est à Strasbourg. Par contre, il y a beaucoup d'équipes aujourd'hui qui n'ont jamais n'ont jamais partagé les contraintes de ce qu'est l'exploitation, que c'est un packaging, un déploiement en 5 minutes. J'ai un client qui me disait, voilà, moi, dans le cloud, pour déployer mon application, j'ai 4 heures d'interruption de service. Ça, c'est pas possible. Et du coup, on se retrouve avec des facteurs de performance qui sont trop faibles parce qu'on n'a pas suffisamment investi justement sur l'aspect outillage. Je ne vais pas parler de dette technique parce que j'y crois pas trop, mais plutôt c'est du travail à faire. Donc, c'est une réflexion partagée sur ces trois axes-là. Il ne faut pas s'étonner derrière qu'en fonction de ce qu'on a, eh bien, on va avoir différents niveaux qui vont s'exprimer, que ce soit du niveau 1, du niveau 2 ou du niveau 3. Si vous voulez savoir un petit peu quelle est la maturité de votre équipe, moi, aujourd'hui, je fais des... Ah, ça marche ou ça ne marche pas? Pourquoi tu ne crois pas à la dette technique? Parce que la dette technique, c'est du travail à faire.
Et à partir du moment où on dit que c'est une dette, ça positionne des gens qui doivent la payer et personne ne voudra la payer. La dette technique est un travail. Oui, mais ça existe pas mal. Pardon? Quand vous dites que vous n'y croyez pas, quelque part, vous pensez quand même que ça existe. J'aurais envie de te dire oui, sauf que on passe. D'ailleurs, on a fait une formation avec Johan Martinson qui s'appelle Clean Code, sortir de la dette. Je voulais, je, je voulais encore m'excuser. Je pense que je suis encore parti. Juste pour, voilà, je voudrais juste reprendre le message de Xavier pour que mon propos soit clair sur cette partie de dette technique. L'idée, c'était pas trop de centrer là-dessus. La dette technique, le phénomène que tu décrivais, il existe évidemment. Moi, j'appelle ça du travail. C'est-à-dire que c'est du travail à faire et c'est pas à dévaloriser. Mais sur le fait que ça existe et donc il y a de la maintenance, oui. Voilà, sur l'entropie, oui. La désignation est peut-être à revoir pour peut-être mieux embarquer les gens et leur expliquer les coûts et arrêter de leur faire croire que ça n'a pas de valeur. C'est souvent ça. Maintenant, pour revenir sur la question du degré de maturité, du degré d'agilité des organisations, et pour clôturer ce meet-up, moi, ce que je propose, c'est des audits d'agilité aujourd'hui. Hein, ça vous prend, c'est assez simple, ça vous prend une dizaine de minutes à remplir. Ça pose pas mal de questions. L'idée, c'est de pouvoir, à travers l'observation de ce qu'on peut, d'une agilité d'équipe qui soit pas dogmatique, qui soit adaptée à la réalité de l'organisation, qui soit adaptée aussi à la réalité de ce qu'elle est capable de faire, que ce soit d'un point de vue technique, d'un point de vue humain ou d'un point de vue marché. Là, je suis chez un client qui est dans le réglementaire. C'est évidemment beaucoup plus difficile d'avoir des approches très toniques. Et donc de sortir un peu de cette question de est-ce qu'on est agile ou est-ce qu'on ne l'est pas, et de voir, voilà, c'est vraiment des possibilités. D'ailleurs, pour aller plus loin sur ces possibilités, le 8 avril prochain, je fais un autre meet-up, j'espère que mon Zoom y tiendra cette fois-ci, où je parlerai de quelle agilité choisir, que ce soit pour démarrer, que ce soit aussi pour poursuivre, pour peut-être faire un zoom sur les choix et les orientations méthodologiques qu'on aurait dû retenir, et surtout sur quelle base on aurait dû les prendre. Si vous avez des questions, c'est le moment. Encore une fois, je vous prie sincèrement de m'excuser. Voilà, la mauvaise qualité de cet enregistrement. Romain? Oui. Oui, je suis Oui, là. bonjour. J'ai une petite question sur l'agilité et le niveau de maturité. Est-ce que l'objectif, ce n'est pas de jouer sur le time to market en réduisant justement le temps de l'expression du besoin, donc en parlant du client, de l'utilisateur, en passant par l'équipe métier, par l'équipe projet et l'équipe de production. Donc finalement, il y a trois frontières. On va jouer sur les frontières qui séparent genre, la frontière business, donc c'est entre le développeur, l'équipe métier. Puis on va jouer sur la frontière production, donc entre les devs et le DevOps. Et à la fin, jouer sur la frontière utilisateur, donc entre l'équipe PO métier et l'équipe des utilisateurs clients. Donc, quelle est ta question? Est-ce que ce n'est pas comme ça qu'il faudrait évaluer justement la maturité d'une entreprise? On voit combien on a de silos? Est-ce qu'on est dans une entreprise où il y a des silos entre l'équipe métier, l'équipe utilisateur? Est-ce que ce n'est pas ça le niveau de maturité finalement d'une entreprise? C'est de voir à quel point le process est assez fluide de l'utilisateur vers la production et le time to market, en se basant sur le time to market. Oui, bah, je serais assez pour. Maintenant, dans les faits, ce qui est délicat, c'est d'amener ça à des équipes en leur disant bah, on a une approche produit. Donc là, ce que tu décris, bah, ce serait quasiment du niveau 3 moi, par rapport à ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Mais finalement, ça va trop vite. Ça va trop vite pour des équipes qui ne sont déjà pas en capacité de se synchroniser à l'intérieur. Si vous voulez une illustration de ça, vous pouvez jouer à un jeu qui s'appelle Artiste et Spécifieur. Et donc, et c'est exactement les phénomènes qu'on voit. C'est-à-dire c'est vraiment les phénomènes de prise de maturité. C'est-à-dire
ceux qui sont proches du time to market sont ceux qui vont vouloir le défendre. Mais il y a des gens qui ne sont pas là et ça leur demande, des chemins, des ruptures auxquelles ils ne sont pas prêts et qui vont trop vite. Et du coup, on ne peut pas avoir... C'est peut-être ce qui a aujourd'hui, c'est peut-être la notion de business agility qu'on voit émerger là. C'est peut-être celle qui est la plus proche de ce que tu décris. Mais il y a beaucoup d'équipes qui n'y sont pas prêtes encore. Parce qu'elles n'ont pas encore acquis la façon de travailler ensemble.